Monsieur Longhi, nous sommes ici à Challot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ici au début août de l'année 1944? Oui, tout d'abord, pour expliquer le choix de ce camp, il faut se souvenir qu'au mois de juin, nous avions eu une attaque à Dun-les-Places, vers Meaux, et faute de munitions, nous avions été obligés de nous replier. En conséquence, le camp que nous avons fait tout de suite après était un camp provisoire et qui s'avérait difficilement défendable. De plus, Camille ayant été blessé grièvement lors de l'attaque, j'étais donc seul avec le capitaine Tristan, qui était notre capitaine technicien, c'était un ingénieur géographe. Nous avons cherché à implanter un nouveau camp qui soit susceptible d'être bien défendu, et c'est là que nous avons choisi le camp d'Ego qui se trouve entre ces deux mamelons et qui était entouré par les grandes routes de Saint-Martin à Plainefat, de Saint-Martin à Challot, de Challot à Masignan. Or, comme la tactique des Allemands était toujours de nous entourer en utilisant les routes, nous avions suffisamment de distance, d'abord pour les repérer, ensuite pour les tenir sur les routes et non pas les voir venir au camp. Alors nous avons donc installé un camp et nous pouvions profiter de l'eau puisqu'il y avait un ruisseau important qui passait par là, et nous avions à l'époque, tout était bien boisé et c'était des feuillus, nous avions donc un camp qui était très défendable et à la fois très agréable pour y implanter soit des cabanes, soit des guitounes avec les parachutes. De surcroît, il y avait une ferme qui était implantée au milieu et qui a servi d'une part à l'état-major d'abriter ses services et d'autre part d'établir pas un hôpital mais une infirmerie un peu plus fournie en matériel qu'une simple infirmerie de maquis, ce qui fait qu'on pouvait encore traiter tous les blessés qu'il pouvait y avoir au cours des engagements. Et il y en a eu quand même beaucoup. C'était donc là l'avantage de ce camp d'Ego. Et lorsque nous avons été attaqués le 3 août, nous les avons vus venir. Il y avait sur le sommet tous les gens qui gardaient, mais de surcroît, nous avions une section de SAS avec un canon de 57. Dès que les Allemands sont arrivés, tranquilles, ils sont descendus des camions et nous les avons bombardés. Et là déjà, d'une part, on a fait beaucoup de dégâts, d'autre part, on les a démoralisés. Ce qui nous a permis de tenir le coup pendant toute une journée sans qu'ils puissent arriver même pas à l'entrée du maquis. Donc, ils n'ont jamais pu investir le maquis et nous avons pu tenir. Nous avons eu un mort, 4 blessés, alors qu'ils ont emporté certainement une trentaine de morts et je ne sais combien de blessés. Voilà toute la différence et tout l'avantage d'un camp qui était bien mené. Alors, c'est très difficile de surveiller des bois et nous avions fait un plan de minage qui nous permettait de nous garer dans tous les coins difficilement défendables. Alors, par précaution, nous avions fait un plan de minage et je peux vous assurer que toutes les mines ont été enlevées, ramassées. Par conséquent, il n'y a jamais eu de danger, il n'y a jamais eu d'incident ni d'accident. Le camp était donc installé dans cette dépression avec ces monticules qui nous permettaient par les crêtes de surveiller toute arrivée intempestive. Et nous avions la chance d'avoir ici un groupe de maisons dont l'une a été transformée en hôpital de campagne où nous avons pu faire certaines opérations, comme par exemple préparer des jambes blessées par balles et cassées. Et tous les blessés au cours des embuscades étaient ramenés ici, de façon à être traités. Alors on peut voir de l'autre côté, on va voir l'entrée de cet hôpital. Alors, particularité, à l'époque, il n'y avait pas la lumière. Mais le propriétaire avait fait un petit étang qui se vidait la nuit
entraînait une turbine qui entraînait une dynamo qui nous donnait la lumière, ce qui fait que même pendant la nuit, on pouvait opérer éventuellement. Et voilà donc là l'entrée de notre hôpital, que l'on voit d'ailleurs sur un album qui a été créé lorsque nous sommes sortis des bois, qui s'appelle Ceux du Maquis. On voit des blessés en train de se reposer sur cette petite plateforme. Voilà, malheureusement, je n'ai pas les clés. Les propriétaires ne sont pas là. Et les gardiens non plus. Sans ça, je vous aurais fait ouvrir. Vous auriez vu, l'emplacement était relativement modeste. Mais ça nous permettait quand même de voir plusieurs lits, plus une salle pour traiter les blessés. Alors, l'état-major se tenait donc ici, mais n'utilisait pas les locaux. Autrement dit, à part la petite maison du gardien où nous prenions nos repas, tous les gens de l'état-major couchaient dans le foin comme tout le monde. Et sur ces terrains, dont quelques-uns, ceux-là notamment, ont servi de terrain de parachutage sous le nom de terrain cocker, hein, avec comme phrase « le cocker est bon chasseur », nous avons reçu des tonnes de matériel et c'était intéressant pour nous parce que nous avions très peu de chemin pour convoyer le matériel et le ranger dans les soutes avant de le redistribuer. Alors ici, on vivait dans les bois avec des tentes qui étaient faites avec les parachutes. 2 parachutes faisaient une tente avec son double toit pour l'étanchéité. Et on a commencé aussi à faire des petites cabanes en bois parce qu'étant donné que nous étions beaucoup plus étoffés en nombre, beaucoup plus facile à défendre le coin, nous avions moins besoin de cette mobilité qui était absolument indispensable lorsque nous étions constitués en petits groupes où la tactique était de tirer, partir et ne jamais se fixer quelque part pour ne pas être repéré et pour ne pas être pris la nuit. Le changement est venu à partir des combats dans les places où vraiment la physionomie de la guerre avait changé. L'armée de Patton s'approchait de la région pour faire une jonction avec l'armée de Lattre qui débarquait en Provence, et par conséquent, les Allemands avaient autre chose à faire qu'à travailler dans ces coins-là sur un petit nombre. Mais ce qui s'est passé pour l'attaque de ce terrain et de ce camp d'Ego tient à une chose particulière, c'est que nous avions ici, dans cet état-major, le DMR, le délégué militaire régional Rondenay, dont le surnom était Jarry, et le pseudo militaire, c'était Lemniscat, parce que tous les DMR avaient des noms qui se rapprochaient de la mathématique. Alors, il y avait Jarry, il y avait également un colonel anglais qui représentait le team des officiers supérieurs qui devaient contrôler toute la région du Morvan, et il y avait évidemment le départemental qui était là avec le chef du maquis. Et un jour, nous avons une liaison venant de l'Aube qui voulait contacter Jarry pour lui indiquer qu'un rendez-vous avait été pris à Paris pour lui, DMR, avec d'autres personnalités. Et l'individu qui est venu, qui était un adjoint du commandant militaire de l'Aube, était un traître qui travaillait pour les Allemands. Et ce traître est venu, il a donc pu repérer notre emplacement. Et en repartant pour l'Aube, il s'est arrêté à Auxerre. Il a signalé aux Allemands et notre présence et notre point exact de concentration. Et le 3 août, c'est-à-dire 8 jours après son passage, le 3 août, eh bien, nous étions attaqués par des soldats qui justement venaient de Moneto, à côté d'Auxerre,
Et c'est pour ça que nous avons eu 400 fantassins de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, qui nous ont encerclés et, suivant leur tactique, avaient pris le chemin de Saint-Martin-du-Puy à Châlons, de Châlons à Masignan, de Saint-Martin-du-Puy à Plainefat. Et nous avions pris toutes les crêtes et nous les avons empêchés de dépasser les crêtes. En plus de ça, comme il y avait un maquis important qui se trouvait pas très loin ici, du côté de Carré-les-Tombes, sur la Cure, au lieu dit les îles Ménéfrier, nous leur avons demandé un appui et ils sont venus prendre les Allemands par derrière, depuis Carré jusqu'à Châlons. Et le soir, pratiquement les Allemands sont partis en n'ayant pas pu investir le camp, en ayant perdu beaucoup de personnes, beaucoup de monde, parce que nous étions flanqués sur le Châlons par une section de SAS qui, eux, étaient armés d'un canon de 57 qui, depuis la hauteur des crêtes, a arrosé les camions dès qu'ils se sont arrêtés dans le bas de Châlons, ce qui a eu d'ailleurs pour effet non seulement de détruire du matériel et des gens, mais de démoraliser les combattants qui nous ont attaqués quand même avec un petit peu moins d'ardeur qu'ils l'auraient fait s'ils avaient pu monter en vainqueurs. Voilà comment s'est terminée la bataille du 3 août 1944 au lieu dit Lego, dans les bois de Châlons. Très bien.